Cyrano de Bergerac. Quand on entend ce nom, on pense tout de suite à une chose, évidemment, son nez. Mais l'histoire, la vraie, elle est bien plus profonde que ça. Si on s'arrête là, on rate tout. En fait, Cyrano, c'est avant tout une histoire sur le pouvoir des mots, sur la puissance du récit, sur la façon dont on se raconte des histoires pour cacher ce qui nous fait peur, pour dire qu'on aime, et au fond, pour se définir soi-même. Et ça nous amène directement à la question qui est au cœur de toute la pièce. La question qui nous attrape et qui ne nous lâche plus. Est-ce qu'un amour parfait peut vraiment se construire sur un mensonge? Est-ce qu'une histoire, même la plus belle du monde, peut remplacer la vérité? C'est un peu ça qu'on va explorer ensemble. Bon, pour bien comprendre tout ça, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire le héros lui-même. Alors, entrons en scène avec lui. Premier acte, le poète. Ce qu'il y a de fascinant, c'est que l'histoire de Cyrano, le récit de Cyrano, il ne commence pas avec la pièce, non. Il commence bien avant. Regardez, à gauche, on a l'homme qui a vraiment existé, Savinien de Cyrano de Bergerac. Et à droite, sa recréation totale par le premier acteur à l'avoir joué. En fait, ce qu'a fait Edmond Rostand, c'est bien plus qu'écrire une pièce. Il a pris une figure historique et il a construit un mythe autour, un récit complètement nouveau, et qui est devenu bien plus fort que la réalité. Et quel personnage, franchement. C'est un homme tout en contradiction. D'un côté, c'est un combattant hors pair, un poète absolument brillant, un esprit libre, mais tout ça, tout ce talent, est comme écrasé par une seule chose, son nez. Et c'est vraiment ce conflit intérieur, cette lutte entre la beauté de son esprit et ce qu'il voit comme la laideur de son corps, qui va être le moteur de toute l'histoire. Alors, comment il gère ce complexe, cette insécurité? Eh bien, il fait ce qu'il sait faire de mieux, il reprend le contrôle de l'histoire, il reprend le contrôle du récit. Et la fameuse tirade du nez en est l'exemple parfait. Plutôt que de subir les insultes, c'est lui qui prend les devants. Il s'empare de la moquerie, il la retourne, il la transforme en un feu d'artifice de mots, un chef-d'œuvre. Pour lui, les mots sont une arme. C'est sa manière à lui de réécrire son propre récit, celui que les autres essaient de lui imposer. Mais attention, ce n'est que le début. Ce maître des mots va aller beaucoup plus loin. Il va carrément construire de A à Z le récit le plus crucial et sans doute le plus tragique de toute son existence. On passe donc à l'acte 2, le pacte. Et là, c'est le drame, le point de bascule. Cyrano, qui est secrètement amoureux de sa cousine, la belle Roxane, apprend qu'elle en aime un autre, Christian, un jeune gars qui est tout ce que Cyrano n'est pas, du moins physiquement. Il est beau. Le problème, pour plaire à Roxane qui est tout en esprit et en finesse, être beau, ça ne suffit pas. Et Christian, il lui manque le plus important, les mots. C'est à ce moment précis que le récit devient une construction, un projet délibéré. Devant le vide de Christian, son incapacité à parler, Cyrano va proposer un pacte complètement fou. L'idée, fusionner, créer à eux deux l'amant idéal. D'un côté, le physique de Christian, de l'autre, l'âme et les mots de Cyrano. Ils vont devenir un seul personnage de fiction, en quelque sorte, une seule histoire, mais portée par deux personnes. Et cette phrase « Je serai ton esprit, tu seras ma beauté », elle scelle tout. C'est le contrat qui va lier leur destin. À partir de là, Cyrano n'est plus seulement poète. Il devient le réalisateur, le metteur en scène d'une histoire d'amour dans laquelle il n'est qu'une voix. Une histoire qui, au fond, lui échappe. Le jeu de dupes peut commencer. Et cette imposture, elle va se transformer en une véritable pièce de théâtre jouée en direct. Ce qui nous amène à l'acte 3, la représentation. La scène est en place, et le récit qu'ils ont imaginé va prendre vie. Pour de vrai. Le plan se déroule en plusieurs étapes. D'abord, il y a les lettres. Des lettres passionnées, où Cyrano met tout son cœur, toute son âme. Ensuite, il y a bien sûr la scène mythique du balcon, où Cyrano, caché dans le noir, devient littéralement la voix de Christian. Et ça ne s'arrête pas là. Même sur le champ de bataille, en pleine guerre, l'histoire continue. Cyrano risque sa peau tous les jours. Pas pour la gloire, non, mais pour faire passer une lettre. Juste pour que leur récit, leur histoire d'amour, ne meure jamais. Et c'est ça, tout le paradoxe de Cyrano. Il est le cerveau, l'auteur, le cœur de cette histoire d'amour, mais il est forcé de rester dans l'ombre, invisible. C'est comme s'il était le narrateur tout-puissant de sa propre histoire, mais sans jamais pouvoir y participer. Et c'est là qu'arrive le triomphe total, et en même temps, la plus grande tragédie. Le récit de Cyrano a fonctionné au-delà de toute espérance. Roxane est folle amoureuse. Mais attention, pas du beau Christian. Non, elle est amoureuse de l'âme qu'elle a découverte dans les lettres. L'histoire a littéralement battu la réalité. Elle aime Cyrano sans même le savoir. Sauf qu'aucune histoire, aussi bien écrite soit-elle, ne peut durer pour toujours. La performance touche à sa fin. Le rideau est sur le point de tomber. On entre dans l'acte final, le panache. Et puis, le temps passe. Christian est tué à la guerre, et il emporte la moitié du secret dans sa tombe. Pendant 15 longues années,
Roxane va pleurer un fantôme. Elle pleure l'homme parfait, qui en réalité n'a jamais existé. Et pendant ces 15 années, Cyrano se tait. Il reste prisonnier de cette histoire qu'il a lui-même inventée. On arrive à la scène finale, le moment de la révélation. Cyrano est mourant, et c'est là qu'il laisse enfin tomber le masque. Comment? En récitant de mémoire la dernière lettre de Christian. Et dans le noir qui tombe, sa voix le trahit. À cet instant, Roxane comprend. Elle comprend tout. Le visage qu'elle a aimé et l'âme qu'elle a adorée n'étaient pas la même personne. Alors, après toute une vie de sacrifice, d'un amour impossible, que reste-t-il à la fin? Il reste un mot, un seul, son panache. Et le panache, attention, ce n'est pas juste avoir du style ou de l'allure. Non, c'est bien plus. C'est cette élégance, cette noblesse même dans la défaite. C'est la grâce face à l'inévitable. C'est l'art de rester fidèle à soi-même, quoi qu'il arrive, jusqu'à la dernière seconde. Le panache, c'est exactement ça. Dans ces derniers instants, Cyrano se bat encore. Mais cette fois, ce n'est plus avec son épée contre des soldats. Il se bat contre ses vrais ennemis, ceux de toute une vie, la sottise, les préjugés, les compromis. Il meurt comme il a vécu, en restant maître du récit, en choisissant lui-même les derniers mots de sa propre histoire. Son tout dernier mot, mon panache. C'est l'affirmation finale de qui il est, vraiment. On a pu lui enlever l'amour, se moquer de son apparence, mais ça, son panache, cette noblesse de l'esprit, ça, personne, jamais, n'a pu le lui prendre. Au fond, toute cette histoire de Cyrano nous laisse avec une question fondamentale. Qu'est-ce qui nous définit vraiment? L'histoire qu'on nous impose ou celle qu'on choisit d'écrire nous-mêmes? À Cyrano, on a voulu imposer un destin basé sur son apparence. Mais il a refusé ce rôle. Il a pris la plume, si on peut dire, et il a écrit son propre récit, avec ses propres mots. Une histoire de courage, de poésie, d'un amour absolu. Et finalement, c'est cette histoire-là, celle qu'il a créée, qui est devenue sa seule et véritable identité.